bonjour, je suis Nicolas Madeleine des Échos. Je vous propose de commencer rapidement et de découper la discussion en deux parties. Dans la première, on va explorer la réalité des nouveaux usages des contenus radio avec les podcasts et puis les enceintes connectées. Dans la deuxième partie, on parlera des enjeux économiques de ces nouvelles formes de consommation de la radio. Alors, je vous propose de commencer par les podcasts. Il y a un chiffre que Radio France a cité en juin qui était que le nombre d'écoutes en consommation à la demande de Radio France avait passé le milliard en juin. Est-ce que vous pouvez me décrire la réalité de ces nouveaux usages? Est-ce que c'est vraiment un phénomène qui a pris et qui est là pour durer? Peut-être que Sybille Veil, présidente de Radio France, peut commencer. Alors en effet, sur les 6 premiers mois de l'année, on a dépassé le milliard d'écoutes sur nos propres plateformes. Ça veut dire qu'il y a 6 millions de sons qui sont écoutés. Et c'est en effet un usage qui se développe beaucoup, où on voit que à côté de l'écoute linéaire, donc l'écoute en direct des programmes de nos 7 chaînes de radio, de plus en plus, les gens réécoutent les contenus et tout ce qu'on offre aujourd'hui pour pouvoir télécharger des podcasts, pour écouter à la demande les différents programmes des radios, donne une plus grande liberté qui fait que là où certaines émissions sur la grille n'étaient pas forcément positionnées à des heures où elles pouvaient rencontrer un public, aujourd'hui voir leur audience absolument démultipliée. Je vais donner 2 exemples. Les chemins de la philosophie et Affaires sensibles, qui sont les podcasts les plus téléchargés, qui démultiplient très fortement leur audience grâce à la liberté d'écoute qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce qui explique l'augmentation absolument considérable de l'écoute de nos contenus aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui ont plus d'auditeurs en consommation à la demande qu'en direct. Ça démultiplie l'audience. Sur les 2 exemples que je vous ai donnés, le nombre de téléchargements d'Affaires sensibles, c'est de 4 millions pour une audience quotidienne qui est autour de 100 000. Donc après, clair, hein. voilà, c'est une audience qui s'ajoute. Donc c'est une audience qui est différente et ça en fait un relais finalement de croissance qui est très important pour nos contenus. Et plus un contenu est fort, plus il s'écoute dans la durée. C'est-à-dire qu'on voit la durée de réécoute. Pour qu'un contenu soit réécouté, le fait qu'il passe à l'antenne joue un rôle qui est majeur. Il y a une force de prescription très importante de l'antenne, du direct, mais ensuite, plus le contenu est fort, plus il peut se réécouter dans la durée. Et après, on a évidemment tous les contenus, tous les trésors de du passé qu'on rééditorialise quand il y a des événements. On fait notre propre curation sur nos contenus pour montrer toute la richesse de ce que les différentes chaînes ont produite avec l'ensemble des valeurs et la ligne éditoriale qui est celle de notre plateforme. Ok. Jean-Paul Philippot, vous dirigez la RTBF en Belgique. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience dans la matière? Les constats sont évidemment identiques. Il y a une récente étude qui estime qu'environ 1/3 des Européens ont, pendant la dernière semaine, écouté un contenu audio à la demande, podcast ou autre. C'est d'autant plus important pour nous que la consommation non linéaire de l'audio, le podcast, elle est 4 fois plus importante chez les moins de 35 ans que chez les plus de 55 ans. Alors, dans notre défi permanent d'adresser nos contenus et notre politique éditoriale à tous les publics, ça devient stratégique pour nous d'investir dans ce type de création. Comme Sybille le dit, l'audio et le podcast, c'est pour nous le prolongement d'une action linéaire en radio, c'est de l'archive, mais c'est de plus en plus de la création native. Donc des contenus originaux adaptés dans leur format d'écriture et dans leur tonalité à des publics qui sont des publics de conquête, qu'on ne touche pas ou qu'on ne touche plus en radio linéaire. Un chiffre, ces 5 dernières années, la durée d'écoute radio chez des jeunes a été réduite de 20%. Notre défi, c'est d'adresser tout le monde et donc c'est pour nous tout à fait déterminant aujourd'hui.
John Saroff, vous dirigez Chartbeat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on s'illusionne un peu sur la croissance de la consommation de la radio à la demande? Est-ce que, pour beaucoup de gens, ce n'est pas la consommation passive de la radio en live qui va prévaloir? Parce que ça demande une certaine concentration d'écouter un podcast. C'est une action. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Bonjour, je m'appelle John Saroff et je suis le patron de Chartbeat. Maintenant, je parle anglais parce que mon anglais est très bon que mon français. So we are a analytics company in New York. We serve about 1,000 clients and about 10,000 websites around the world, including some folks on this stage, so thank you. And what we do is we have real-time analytics that helps editors and creatives understand how users are viewing their content in real time. I actually think it's quite active. To your question, in many ways, I actually think what audio folks have to do is switch from a mode where people would flip on the radio and just listen to whatever there was to a much more pull rather than a push model. The example that I frequently give is that I have a young daughter who is 4 years old named Lucy, and Lucy, she knows Alexa and she knows Google. And she says, hey Google, play Yellow Submarine by the Beatles. Hey Alexa, play Lucy in the Sky with Diamonds. And for her, that experience is her environment. Right? She will never know a world where she flips on the radio and knows, just listens to a DJ or listens to a talk show. She will always know that audio is something that she can pull down. And I think that that's some of the data that they're seeing in Belgium, where they're seeing consumption come from younger people from pulling and not from pushing. And I think it's very important for all of us, whether we are producers or analytics companies or distributors like TuneIn, to remember that the audience is much more active than they were 10 or 15 years ago. Virginie Maire, vous avez fondé la plateforme Sibel de podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que les radios établies n'avaient pas bien couvert, des formats qu'ils n'avaient pas explorés et que les nouveaux entrants explorent, et ce qui leur permet d'amener de nouveaux publics vers les contenus sonores? Alors, effectivement, nous, Sibel, on s'est lancé il y a 5 mois avec une promesse qui est complètement différente, puisqu'on propose des contenus qui ne sont pas du tout datés, donc qui ne sont pas de l'actualité. Notre catalogue, aujourd'hui, il est constitué, il est formé d'achats, en fait, et de préachats de contenus. Donc, on achète des contenus qui sont déjà existants et on réachète pour de la création originale. Sur cette création originale, nous, notre conviction, c'est qu'effectivement, les contenus, c'est ce qui va faire la différence, et c'est là l'important, c'est là le nerf de la guerre, c'est là qu'on va réussir à aller conquérir des nouveaux auditeurs. Nous, aujourd'hui, sur Sibel, on a 600 000 utilisateurs en 5 mois, qui sont principalement du moins de 35 ans. Sur la plateforme, et on a déjà des taux d'écoute et de rétention qui sont très importants, donc déjà une grande consommation. Maintenant, on a effectivement une proposition éditoriale qui est très différente par rapport à ce qui se fait en radio de manière classique, on va dire. Maintenant, il y a une pluralité, une richesse aussi des contenus qui a toujours été disponible en radio, mais qui aujourd'hui va encore un peu plus loin sur un format de podcast natif, de ce qu'on appelle le podcast natif en tout cas aujourd'hui. Vous me parliez des exemples de fiction qui sont traités un petit peu comme des fictions de séries télévisées, et aussi en général dans la créativité, de plus de spontanéité de la part de ceux qui proposent des podcasts. Alors c'est effectivement beaucoup plus écrit. On parle de fiction, nous sur la création originale, on fait beaucoup de fiction, donc c'est un peu cette promesse de dire aujourd'hui les séries s'écoutent, donc avec quelque chose de très feuilletonnant. Donc ça veut dire que le principe de création, de production reste le même que sur de la création audiovisuelle finalement, à ceci près qu'il n'y a pas de caméra. Mais on a
a un scénariste qui va écrire de la même manière, avec cette écriture spécifique qu'exige l'audio, jouée par des comédiens, avec une mise en scène sonore, du bruitage, de la musique, etc. Donc on est sur de la fiction, c'est quelque chose qui va être dans la création, qui va aller très loin en fait dans le système de création, et donc qui aussi va être beaucoup plus coûteux. Puisque on va avoir tout ce principe de production dont je viens de parler. Sybille Veil, est-ce que pour vous, pour les radios, il y a un enjeu de créer une filiale faisant des podcasts natifs, d'avoir deux jambes en fait, une entité qui fait de la radio en live et une autre qui fait du podcast en consommation à la demande? Alors, France Culture, sur France Culture, on entend souvent les plus beaux podcasts sont à la radio. Je pense qu'aujourd'hui, on a des créations sur nos antennes qui sont absolument uniques. Il y a quelques jours, dans ce même studio, c'était samedi, était enregistré Moby Dick avec un texte original, une musique originale commandée à un compositeur, l'Orchestre National de France, qui accompagnait avec des bruitages des comédiens de la Comédie Française. Ça, c'est des choses qu'on fait pour l'antenne, c'est absolument unique et on pense que ça a une valeur absolument considérable. À côté de ça, on fait de plus en plus de contenus natifs, c'est-à-dire de contenus qui nous permettent de tester des auteurs qui ne soient pas des auteurs de radio, qui nous permettent de tester des formats qui ne soient pas des formats qui rentrent dans nos grilles. Donc ça permet de créer, d'avoir des contacts avec des créateurs nouveaux, plus d'inventivité, sortir un peu des formats, et c'est quelque part complémentaire pour nous permettre ensuite de nourrir aussi ce qu'on va proposer sur nos chaînes. Puisque aujourd'hui, on joue en fait beaucoup avec la chronologie, avec des contenus qu'on met d'abord sur le numérique, qui après peuvent se retrouver sur l'antenne, que ce soit sur la grille le long de l'année ou sur la grille d'été, par exemple. Donc on joue de plus en plus avec les deux chronologies. Ce qu'on essaie de lancer aujourd'hui, c'est le studio Radio France, pour que certaines des créations que l'on fait, dont on sait qu'elles peuvent avoir une destinée à l'international, parce que c'est des contenus extrêmement forts. Donc, on essaie de voir comment ces formats audio peuvent se retrouver, comme on le fait d'ailleurs pour la vidéo, peuvent être exportés, parce qu'il y a une force qui est très importante. Et on le fait avec une équipe qui s'appelle Studio Radio France, qui travaille sur la production de contenu, qui travaille aussi de plus en plus sur l'exportation des formats. Donc oui, il y a toute une innovation qui est tirée par le fait qu'on voit qu'il y a un vrai boom de l'audio et que ça nous oblige aussi à réinventer la manière dont on crée nos contenus, dont on les diffuse et dont on peut les adresser à des publics nouveaux. Tony, en France, on assiste à un décollage relativement lent finalement des enceintes connectées. Est-ce que votre vous êtes basé à San Francisco, est-ce que votre expérience de ce qui se passe aux États-Unis vous fait dire que les enceintes connectées, les outils type Alexa, vont devenir la porte d'entrée de la radio et des contenus à la demande? Yeah, no, absolutely. And hello, bonjour, I'm Tony Archibong. I, unfortunately, unlike John, will only be speaking English. Sorry, shameful. Yes, absolutely. So we have seen, I think at this point, probably by the end of this holiday, we'll have seen somewhere close to more than half of the households in the US owning a smart speaker. So incredible growth over the last, say, 3 to 5 years in this technology. And it's mostly an ease of access thing. You've heard it from John and you heard it from John Paul, but the ability to, without having to browse or type or search in any way for what it is you're trying to look for, even just a soft match of a voice query is something that allows people to, easily dive into either linear content or on demand. From our perspective, we've worked with these companies now for about half a decade, and if I were to categorize it, you say Alexa and Google are probably extremely smart. Siri is kind of smart, but not really. And then you have things like Bixby that are just completely adolescent and don't understand a lot at all, at least as it relates to entertainment. And so when you think about these being developed in US territories or North American territories, English is obviously the primary language that the developers are focusing on. So in my guess, I would say that you'll see folks like Google Assistant products
start to ascend a little bit further in regions like Europe and Asia, just primarily given how smart and how much information and how much data that ecosystem already has. So I think as they continue to roll those devices out, you'll start to see hopefully a lot more prevalence, and I hope that broadcasters, all the kind, will be able to do the same and see the same traffic that we see in the US. Okay. John, parlons un petit peu des enjeux économiques de la radio et de la consommation à la demande. Vous êtes une société spécialisée dans les data, les données de consommation. Est-ce que les podcasts sont un véhicule potentiel pour de la publicité à la même échelle que la radio en live? It's a very good question. I think it's important to separate live radio from podcasts, both as we think about data and we think about revenue. Tony's company is one of the leaders in providing live radio experiences for American customers, and there actually is quite robust revenue opportunities. I think in the podcast world, it's much, much more difficult, both for data and for revenue, because the platforms control so much of the experience. On your phone, Apple Podcasts is far and away the largest podcast provider, which makes it difficult for companies like mine to provide our customers, who are usually the creators of podcasts, with data. We essentially get no data from Apple on podcast consumption. And then when a podcast is listened to over a smart speaker, you also have the intermediary of the device manufacturer. And again, there's very, very little data. And data is essential to driving advertising revenue, even in its simplest form, because you need to know how many users are out there, and you need to know what they're listening to. Data is also essential for making better quality content. You can imagine that in many podcasts right now, the creators are essentially broadcasting into space, and they know that people are listening, but they don't know how they're listening. They don't know where they're dropping off. They don't know if the joke that they told is funny or not funny. And all of those things create better experiences. And what I tell my customers, who are the greatest creators in the world, is please go to Apple, go to Google, go to Amazon, and start with the data. Say that, listen, you want to provide them a better experience. That experience comes from having data, comes from having feedback, and it's good for them too, because they want better quality content. And once we have that, we can move to talking about revenue. Jean-Paul Philippot. Oui, je voudrais réagir parce qu'on est probablement au cœur d'un énorme défi, mais peut-être aussi d'un énorme conflit. On l'a dit, le podcast, il ouvre un champ de créativité exceptionnel dans tous les genres. Et nous, éditeurs publics, c'est une réelle opportunité que de l'embrasser. Dans le même temps, la consommation des contenus audio aujourd'hui sur les plateformes, que ce soit des assistants vocaux ou des plateformes comme la vôtre, TuneIn, et nous sommes en conflit, RTBF et TuneIn, sur le sujet. Nous sommes déréférés de la plateforme TuneIn. Elle tient peut-être au... Pour l'instant, ça se passe bien. On peut être opposé et civilisé. Mais l'enjeu, c'est peut-être un enjeu économique au travers de la publicité, mais c'est d'abord et avant tout un enjeu du lien qu'on a et qu'on conserve avec le public. Derrière ces données, il y a un petit poison qui s'est invité dans l'héritage de la radio. La radio, elle est historiquement universelle et anonyme. Et c'est toujours le seul média qui est universel et anonyme, et sa version numérique maintenant avec le DAB+, le rend contemporain. On a un vrai défi à pouvoir conserver un lien avec le public qui nous permettra demain non pas de monétiser un trafic, ce n'est pas l'enjeu premier d'un service public, mais de continuer à faire de notre métier et de nos contenus les contenus qui sont
considérés comme ceux envers lesquels on a la meilleure confiance. Et c'est une des caractéristiques de la radio un peu partout en Europe. Le Reuters Institute d'Oxford le montre dans ses dernières études. La radio reste un média de grande confiance. Et aujourd'hui, si nous ne trouvons pas des moyens de partager les données, de protéger les données, nous allons rentrer peut-être en opposition avec un seul objectif pour nous, c'est garder un lien direct, privilégié, non plus anonyme, la technologie ne le permet plus, mais respectueux avec tous nos publics. Ça, c'est vraiment définitivement l'enjeu, et ce sera probablement demain, dans nos grilles de lecture et d'analyse, ce qui déterminera la collaboration ou la compétition. Sybille, je crois que c'est un de vos chevaux de bataille, hein, garder le lien avec l'auditeur. Est-ce que c'est réaliste à l'ère de Google et de Alexa? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est une nécessité pour l'avenir de nos médias, et je pense encore plus quand on a un média de service public où on doit veiller à la manière dont on remplit nos missions, qui sont sur l'information, on a un enjeu de confiance qui est absolument fondamental. Il y a aussi des valeurs de service public, et la proposition éditoriale qu'on fait sur nos chaînes doit se prolonger sur le numérique par une proposition éditoriale. C'est celle qu'on fait, nous, par exemple, en développant l'application Radio France, où on doit pouvoir faire des recommandations qui obéissent à des principes de service public, essayer d'offrir la plus grande diversité culturelle possible. Par exemple, ne pas proposer toujours les mêmes artistes, les mêmes chanteurs, les mêmes musiques, mais essayer d'ouvrir le plus largement possible les artistes, essayer de jouer vraiment notre rôle et nos valeurs sur notre propre plateforme. Et je partage tout à fait ce qui a été dit par Jean-Paul Philippot. Je pense qu'on voit bien que les médias évoluent beaucoup, que le lien avec le public est devenu considérable, ne serait-ce que parce que le public n'est plus dans une relation verticale, il est dans une relation où il veut interagir. Il veut soit se laisser guider par une offre où on lui propose des choses, soit lui-même pouvoir choisir, faire ses propres bibliothèques de podcasts. Et il faut qu'on comprenne les choix du public, il faut qu'on comprenne comment, pour la radio en tout cas, ils nous écoutent. Et si on perd cette connaissance-là, et aujourd'hui il n'y a aucun acteur sur le marché, tous nous proposent de nous donner accès à leurs données. En réalité, ils ne donnent quasiment rien. En tout cas, pas des données qui nous permettent de comprendre le comportement des gens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de monétiser ces données. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir entretenir une relation de confiance durable avec nos publics. Donc, comprendre comment est-ce qu'ils écoutent nos contenus. Pourquoi un contenu est écouté que quelques minutes. On sait qu'aujourd'hui, la durée d'écoute se rétrécit de plus en plus sur le numérique. Est-ce que c'est le cas pour tous nos contenus ou pas? Ces données-là, elles sont absolument fondamentales pour nous permettre de continuer à jouer notre rôle. Donc oui, on a besoin de garder ce lien avec l'auditeur. Et c'est la raison pour laquelle on investit sur notre propre plateforme, l'application Radio France, sur notre site. Et c'est pas exclusif d'une présence ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir nous permettre de jouer notre rôle. Aussi bien la RTBF que Radio France, vous avez un enjeu avant tout de hiérarchisation des contenus dans l'obligation de conserver le lien avec l'auditeur, mais il y a aussi des enjeux économiques de rémunération des auteurs. Sur les plateformes audiovisuelles comme Netflix, tout ça c'est assez bien organisé maintenant. Les plateformes payent les programmes, alors que dans l'audio, des plateformes se servent dans des flux RSS et la partie rémunération de ces programmes et rémunération des producteurs et des auteurs est négligée. Est-ce qu'on se dirige vers une rémunération des contenus à la demande audio similaire à celle des contenus des films et des séries? La réponse est oui. La réponse est oui, ce sont des auteurs, ce sont des créateurs, ce sont des œuvres. Il y a donc création d'une propriété intellectuelle, d'un droit. Alors ce droit, il engage une valeur, et cette valeur, elle doit être partagée, reconnue et partagée. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra continuer à créer. Et puis, derrière ce droit, il y a aussi la notion d'intégrité. Et aujourd'hui, un des sujets d'observation et d'attention, c'est l'attitude de certaines plateformes tierces qui non seulement prennent ces contenus sans reconnaître les droits qui y sont attachés, mais d'autre part
pour des raisons d'ergonomie, pour des raisons d'intégration dans une politique éditoriale qui leur est propre, dégrade des contenus, les retravaille, y associe des métadonnées qui ne sont pas des métadonnées gérées par les auteurs. Donc on est dans un univers qui aujourd'hui s'apparente un peu à une jungle, là où, comme vous le disiez, dans le domaine audiovisuel, ces règles sont beaucoup plus strictes. Il est inévitable que des règles analogues s'imposent dans le secteur. John et Tony, sur le sujet, vous voulez ajouter quelque chose? Yeah, I was just nodding my head because this is something that we have not yet seen in the United States. But one of Sybil's colleagues was telling me about this notion that you could say to a third-party platform, hey, tell me everything about Russia, and that the platform would make the editorial decision about which pieces of content you got about Russia rather than it being vetted. And I think that's an extraordinarily dangerous situation, and I think that it's something that needs to be thought of, right? One of the things that both national broadcasters and private publishers are very good at is, delivering a coherent message that is wrapped in the trust that they have developed with their users, and also wrapped in the point of view that they've developed with their users. And I think, to allow that to be disaggregated is quite dangerous. It not only affects issues like copyright and droit moral or moral rights, but it also affects the conversation that we have as human beings with each other. And I think that we must be very, very careful about that. And I'm actually quite surprised because in the United States, we have not yet seen that. We have not yet seen that. And many people in Europe have told me that that has been an issue for you. Yeah, just very quickly, the only thing I would add is that I 100% agree with both Sybil and John Paul with respects to platforms taking several liberties as it associates the content with other things. The one thing that we always caution our partners on as well, though, and this is not an advocacy for working with certain third parties and not working with others, but they try their best to always standardize their rights and their terms as it relates to data, as it relates to how they can use your data, how it relates to how they can merchandise or editorialize your content. And so I actually said it on a panel earlier, but it's really, really important, and we advise every single one of our content partners of this, that TuneIn or Amazon or Google should not be your only strategy. It should maybe be a piece of your strategy, if even just for a specific period of time. We're comfortable with that. I don't know if others always are, but we try to guide all of our partners on a path that allows them to do everything that's best for them, whether you're commercial, you're public, you're just about growth, your sports, your news, all of the above. Virginie, le modèle de votre plateforme, c'est avant tout de mettre en avant du contenu propre et d'acheter du contenu. Est-ce que vous pouvez vous en sortir sans être un agrégateur prenant les podcasts des radios les plus populaires? En l'occurrence, est-ce que vous pouvez vous en sortir sans les podcasts de Radio France? Alors, c'est une très bonne question. Maintenant, l'économie, moi je suis effectivement intimement convaincue que cette économie, ça peut exister, la création peut se développer uniquement s'il y a un modèle économique derrière. La création, comme je le disais, ça coûte cher. Après, nous ne sommes pas un agrégateur, donc on ne prend pas les flux RSS sans demander les autorisations préalables. Nous ne sommes pas un agrégateur parce que justement, on veut aussi avoir cette sélection dans les programmes qu'on va proposer sur la plateforme, pour qu'il y ait réellement un cercle vertueux qui se crée entre plateformes de diffusion, puisque moi je suis un diffuseur, et une plateforme Radio France qui est non seulement diffuseur mais producteur également de contenu. Pour que ce cercle vertueux se mette en place, il faut que ça se fasse dans une économie et avec des accords de chacun des parties. Nous parlions du droit d'auteur. Nous sommes déjà en ordre de marche pour signer des accords avec les sociétés de gestion collective, puisque bien évidemment, il y a des droits derrière qui découlent de tout ça. Tout à l'heure, le ministre parlait justement des différentes lois qui étaient soit passées, soit en cours de vote en ce moment. J'entendais justement la loi sur l'audiovisuel. Tout ce qui se passe au niveau de la taxe unique vis-à-vis du CNC,
peut que regretter le grand absent dans ce paysage qui est l'audio, alors que la création, une fois encore, coûte cher et qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'aide pour justement soutenir cette création. Cybèle, nous on serait tout à fait partant pour pouvoir participer, pour pouvoir payer une taxe effectivement, alors au CNC ou à un autre organisme, puisque le CNC, s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'aide. Ça c'est un peu la règle. Que je donne un peu basiquement comme ça, mais voilà, pour la résumer, c'est quand même celle-ci. Mais parce que, à mon sens, toute cette création et cette nouvelle création qui se crée aujourd'hui ne passera que par un modèle économique et par, justement, de la rémunération de ces contenus pour pouvoir la développer. Vaste sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mesdames, je vais un peu couper brutalement, mais le contenu est très riche derrière, il faut nous continuer. Merci beaucoup, mesdames. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Nicolas également pour avoir mené cette discussion autour des podcasts. Sybille Duveil, Jean-Paul Philippot, Tony Archobong, John Charoff et Virginie Maire. Je vous en prie, vous pouvez regagner les coulisses. Merci encore.